La symbolique étrange autour de la mystérieuse cour d'Opale est présente partout dans l'appartement de Philippe Maudrange, avocat fortuné et seconde victime sur lesquelles enquête Escaton. Mallory, suivant son instinct d'enquêtrice, trouve indice sur indice alors qu'Anté semble moins chanceux et commence à se sentir de plus en plus frustré. De leur côté, Martial et Léon ont arrêté Luciani, le journaliste responsable de la fuite dans les informations de la veille, et se rendent au bastion pour l'interroger. Mais le danger est bien plus proche qu'ils ne le pensent. Attention, ce podcast peut aborder des sujets matures et sensibles. Une liste de mises en garde est disponible dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Mallory, tu ressens une sorte d'oppression au niveau de ton cœur. T'as la sensation que quelque chose t'épie. J'aimerais que tu me tires ton jet de désavantage, s'il te plaît. 17. Je viens d'avoir un petit pincement au cœur chelou qui n'est pas dû à l'abus de clopes et de café le matin. Je pense que ça la coupe un peu dans son élan qu'elle avait de réussir à trouver des indices et à progresser dans cette enquête. Peut-être que là, elle va se tasser un peu et physiquement juste se refermer. Recroiser ses bras, retordre un peu son dos et exprimer physiquement un malaise. Effectivement, le froid qui t'habite constamment, c'est vraiment accentué à ce moment-là. Et t'as vraiment la sensation que c'est comme si quelque chose de froid avait parcouru tout ton corps pendant quelques secondes. Et en tête, du coup, tu vois cette réaction. Sous tes yeux, tu vois que d'un coup, il y a quelque chose qui va pas. Que Mallory s'est renfermée sur elle-même complètement. Ça va? Oui, non, ça doit être un petit courant d'air. Peut-être qu'il y a une fenêtre encore ouverte, mais non, ça va. Vous voulez rester? Il y a des trucs que vous voulez revoir ou pas? C'est comme vous voulez. Je pense que par professionnalisme, juste faire un dernier coup d'œil de OK, est-ce qu'on a fait le tour? Et si on a fait le tour, on peut y aller. Je relance un dé? S'il te plaît. Ante, tu peux toujours l'assister si tu en as envie. Hein. Ouais, je peux faire. Tu peux faire un jet d'aide. Donc tu feras toi aussi un jet de chercher des indices et selon ton résultat, tu lui accorderas un bonus ou un malus. J'ai fait 13. Attends, le malus arrive. Moi, je veux rendre service. Hein. Tu vas le réussir. 7. C'est un échec. Mécaniquement, ça implique un malus de -2, mais on reste dans cette marge acceptable de 10-14. J'essaie de faire mon mieux, vraiment pour l'aider, quoi, et je me rends compte à chaque fois que je suis à contretemps et que à chaque fois j'ai l'impression de lui taper dedans avec mon épaule, d'être vraiment Tu la gênes un petit peu, mais le fait est que Mallory, c'est vraiment ce qu'elle fait. Tu vois que c'est une très bonne investigatrice de terrain, qu'elle sait où aller, qu'elle a de bons instincts. Mallory, du coup, tu t'es dirigé un petit peu naturellement dans le bureau. Et machinalement, t'es en train de regarder dans les cabinets. Et à un moment, tu remarques quelque chose que tu n'avais vraiment pas anticipé. Tu tapes sur quelque chose de creux. Il y a un double fond, en réalité. Tu retires donc ce double fond au fond d'un tiroir du cabinet. Et tu vois qu'il y a un digicode. Au moment où justement elle a trouvé ce truc-là, j'allais dire non, mais le bureau, j'ai déjà fait le tour, c'est bon, y a rien de toute façon. Attendez, j'ai trouvé quelque chose. Ah Vous auriez pas trouvé un papier avec 4 chiffres par hasard? non, j'ai pas trouvé, non. Tu peux toujours me poser une question, Mallory. Hein. Je ne te l'ai pas précisé. Mais... Est-ce que si je fouille, je le trouve? Le code. Ce que je peux te dire, Mallory, c'est que tu sais que là, dans l'appartement, il manque plein de choses. Est-ce qu'on sait s'il y a un informaticien de génie qui a réussi à récupérer des données sur son ordinateur? Deux choses. Tu ne peux pas le savoir à l'avance, mais ils ont certainement son ordinateur sous scellé. Et peut-être ils ont effectivement extrait des informations. Ça, il faudra que tu te rendes au bastion pour le savoir. Moi, j'ai trouvé aucune trace de ça quand ce matin j'ai voulu défricher le terrain, quoi. Bah, de toute façon, tu as épluché les dossiers, mais comme ça t'a vite saoulé, quoi. Tu n'es peut-être pas la meilleure personne quand il s'agit d'investiguer des dossiers, etc., etc. Mais, du coup, comme je disais à Mallory, peut-être que dans ce qui reste en pièces à conviction, Ouais, après, la plupart du temps, dans ces cas-là, on essaye, je sais pas moi, hein, la date de naissance de ses enfants, de sa femme. Est-ce que comme vous avez parcouru les dossiers ce matin, vous avez pas genre sa date de naissance en tête? Alors, en tête, non, mais si ça se trouve, Léon et Martial sont rentrés de leur petit périple chez le bijoutier. Ah oui! On peut peut-être les appeler, ouais. Ce que je me demande, c'est est-ce que si on rentre des codes erronés, est-ce qu'il y a une chance que quelque chose se bloque ou est-ce qu'on peut essayer autant de codes qu'on veut? Il y a pas, à tout hasard 4 touches qui sont un petit peu plus utilisées que les autres? non.
Est-ce qu'on peut quand même essayer l'appel à Monsieur Castelli pour voir comment se passe la réponse à ce coup de fil? On peut les appeler, ça coûte rien. S'ils sont en bastion et qu'ils peuvent nous aider, tant mieux. Fort de cette discussion, je prends mon téléphone et j'appelle Monsieur Castelli. Léon, ton téléphone sonne. Vous avez quitté les locaux de la rédaction. Le problème, c'est que pour rentrer au bastion, le trafic est très, très bouché. Les manifestations sont certainement en train de battre son plein en centre-ville. Donc, il y a un petit silence de mort dans la voiture avec Luciani à l'arrière qui ne décroche toujours pas un mot et qui regarde autour de lui. L'air complètement arrogant et imbu de sa personne, menotte au poignet. Vous avez placé le gyrophare au-dessus de la voiture. Malgré ça, vous avancez un petit peu plus vite que normalement, mais il y a des bouchons qui sont vraiment conséquents. Donc la seule chose que ça fait, c'est que ça vous agace et ça agace les automobilistes autour de vous. Et dans cette situation où il y a le son de la sirène et en plus de ça, il y a le son de ton portable de Du coup, je décroche Castelli. Oui, bonjour, monsieur Castelli, c'est Hanté. Vous serez pas au bastion, là, par hasard? Bah, justement, on essaie d'y aller, là. Qu'est-ce qui se passe, Posamet? Bah, on est sur le lieu du crime du deuxième meurtre et on voulait savoir si vous pouviez faire l'intermédiaire. On aurait besoin d'infos au bastion, mais bon, on va se débrouiller autrement, vous inquiétez pas. Chez l'avocat? Ouais, c'est ça. Ok. Vous êtes toujours avec monsieur le maître? Ouais, il est à côté de moi, là. Mais c'est pourquoi? Vous avez quoi comme... On a une espèce de digicode là encastré dans le mur et il a pas l'air d'avoir été ouvert, donc il y a peut-être d'autres pièces à conviction derrière qui n'ont pas été récupérées par nos collègues. Vous pouvez toujours tenter de forcer le coffre, non? Oui, après là j'ai pas les outils, mais au pire on peut toujours essayer quelque chose. Vu qu'il est complètement encastré dans le mur, c'est un peu compliqué, on risque de devoir tomber le mur quoi. Ils ont essayé de taper le code pour voir. Le maître demande si vous avez essayé de taper un code. Non, on connaît pas le code. Pourquoi il connaît le code? Du coup, je me tourne vers le maître. Dans les dossiers, vous avez trouvé quelque chose qui ressemblerait à un code? Ah, pas spécialement, mais je veux dire, souvent, bon, tester des codes potentiels. Date de naissance, la date de la mort de sa femme, par exemple. C'était quelle date? Là, c'est une pause. Est-ce que mon brave le maître et son esprit photographique, il a retenu la date? Pour moi, ça va être un jet de logique du coup. 12. 13 juillet. On essaye du coup 13 juillet ou... Ça ne fonctionne pas. Ben c'est pas le bon code. Écoutez, je peux demander à le maître s'il a appris toutes les dates par cœur, mais ça m'étonnerait quand même. J'esquisse un petit sourire en coin, mais non. Au pire, si jamais le coffre se bloque ou si vous n'y arrivez pas, appelez une équipe de forceurs et on juste faites sauter le coffre, enfin faites sauter la porte du coffre et ça ira très bien. De toute façon, il portera pas plainte. Hein. Ouais, ok. Bon, à plus tard, monsieur Castelli. À plus tard. Et je raccroche. Tu viens de raccrocher de ton appel avec Hanté. Il y a un autre appel sur ton téléphone. C'est un appel masqué. Ah, sa grâce. Je décroche. Castelli. Il y a de la friture. Ça raccroche. Au moment où ça raccroche, Martial, tu vois que juste à côté de toi, il y a une moto qui s'arrête. Ouais. La personne qui est sur cette moto est habillée intégralement en noir. Son casque est teinté, t'arrives pas à voir son visage. Tu vois que la personne sur la moto se tourne vers toi et t'observe pendant un long moment. Puis elle recule. Et au moment où Léon raccroche, tu vois qu'elle sort un flingue de sa poche et qu'elle le pointe dans la direction de Luciani. Je fais un putain de mouvement. Ah, j'essaie de contrebraquer. Agir sous la pression. 15. Du coup, quand j'ai compris que c'était à l'arrière que ça allait se passer, donc l'importance de Luciani. J'ai en fait envoyé un grand coup de volant sur la droite ou sur la gauche en fonction de la circulation. Mon but, ouais, c'est d'essayer juste d'empêcher Luciani de mourir. Donc même si on se retrouve dans une autre caisse, j'en ai rien à faire. Mais là, je balaye à fond sur la droite en gueulant à Luciani de se foutre au sol. Tu réussis à faire une manœuvre improbable entre deux autres voitures pour te dégager. Tu commences à tracer le long des voitures. Vous l'entendez pas au départ. La seule chose que tu captes, Léon, c'est que t'entends du bruit de verre derrière toi. Puis tu vois une balle traverser le pare-brise juste derrière vous. Et ensuite, vous entendez les détonations. Et t'as juste le temps, Martial, de voir
dans le rétroviseur que le motard est en train de vous tirer dessus. Les coups de feu font que les automobilistes autour de vous sont en train de perdre, de complètement paniquer et d'essayer de s'extraire au maximum. Ça vous laisse un petit peu de marge pour avancer. T'entends aussi le moteur de la moto qui se met à tourner et il est en train de se rapprocher de vous. Qu'est-ce que vous faites? 2 choses qui me viennent. Première chose, c'est que je vais gueuler Luciani au sol. Et ensuite, tout en portant une main vers mon holster pour m'assurer que mon arme elle est bien là, je vois que la moto elle se rapproche de nous et le mec il arrive à pleine balle. Ouais. Je dis à Martial pilez. Ah, je m'exécute. Et en fait je m'apprête à ouvrir la portière parce que dans mon plan c'est on pile d'un coup. Soit le mec il arrive à esquiver, il va forcément me dépasser avec un angle de bâtard et à ce moment-là s'il arrive de mon côté j'ouvre la portière. Soit il n'arrive pas à anticiper le grand coup de frein et il fait un vol plané sur la bagnole. Martial, ça va être un autre jet d'agir sous la pression. 15. Le conducteur voit que tu piles Martial, il a à peine le temps en fait de se déporter sur la droite pour essayer de pas te rentrer dedans. Léon, tu ouvres la portière à ce moment-là. Il fait une petite manœuvre pour essayer de pas se prendre la porte de plein fouet. Elle s'éclate sur le côté de la portière, du coup il est légèrement déséquilibré, il commence à faire une espèce de toupie sur lui-même. Il tombe pas. Bah il y a 2 énormes bras qui jaillissent de la bagnole, je le chope, il va venir par terre, hein. On va finir au sol. Tu vas me faire un jet d'agir sous la pression toi aussi, s'il te plaît. C'est 9, je suis cimenté moi. Ça tourne beaucoup trop vite, du coup tu le rates complètement. Il réussit à reprendre le contrôle de son véhicule pour se placer juste devant vous. Il sort son arme. Léon Martial, ça va être un jet, je pense, d'éviter les dégâts. 16. 11. 2 balles viennent percer le pare-brise et l'exploser complètement. Léon, tu réussis à te projeter au niveau du plancher de la voiture pour esquiver les balles. Martial, la balle ne te touche pas. Les débris de verre arrivent au niveau de ton visage. Tu sens un de ces morceaux se planter au niveau de ta tempe. Tu sens commencer à couler au niveau de ton visage sur tes yeux. Tu vois plus grand chose. Ce sera une blessure. Léon, tu viens de te jeter au sol. Tu as toute la latitude pour réagir si tu le désires. Qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser un de mes avantages, à savoir rapide comme l'éclair. 13. Alors déjà, je vais garder un des atouts pour esquiver une attaque. Et avec l'autre, je vais utiliser de la précision. Je sors mon arme de service et on va tirer dans ce con. Hein. Ça va quand même te demander un jet de combat, s'il te plaît. Taras, 7. Tu lèves la tête pour lui tirer 2 balles et en fait au moment où tu le fais, il a déjà manœuvré pour faire le tour de la voiture du côté gauche, donc du côté de Martial. Donc il se déporte, les 2 balles sifflent au-dessus de sa tête et tu entends quelques hurlements dans la foule des automobilistes, vraiment c'est en train de s'agiter, il y a des gens qui partent dans tous les coins, t'as des piétons qui passent au milieu. C'est un foutoir monstre. Tu as juste le temps de voir que ton adversaire se déporte à nouveau au niveau de Luciani. Il lève son arme dans sa direction. Vous avez tous les deux quelques secondes pour agir. Je me jette sur Luciani pour m'interposer dans l'axe de tir. Moi, je vais tenter un maître d'armes distance, 2 tirs dans le torse, 1 dans la tête. Martial, ce sera agir sous la pression. Léon, ce sera donc un jet de sang-froid. 13. 18. Oh. Ouais, je réfléchis pas, j'ai le gilet pare-balles sur moi pour l'assurance, donc au pire, et vu qu'il y a la vitre, je peux mieux l'encaisser que Luciani. Tu te jettes sur Luciani pour le servir de bouclier, et en fait, l'effet que ça a, c'est que le motard hésite, en fait, c'est qu'il a un moment de bug où il s'attend pas du tout à ce que tu sois là, et il a un instant d'hésitation de trop. Pile le moment que Léon choisit pour lui tirer dessus. Tu m'as dit que tu avais utilisé Une compétence qui s'appelle 2 tirs dans le torse, 1 dans la tête, qui fait 4 de dégâts apparemment. Il a cet instant d'hésitation, il est complètement à découvert devant toi. 2 de tes balles rentrent effectivement au niveau de son torse, une dernière au niveau de la tête. T'as la tristesse de voir qu'il y a certainement un gilet pare-balles sur lui parce que le premier effet que ça a, c'est qu'il a un mouvement de recul, il s'apprête à tomber. Ta dernière balle ricoche sur le casque, ce qui fait qu'il tombe à terre. Je suis le plus proche, toi, je sors de la caisse en trompe pour lui prendre mon tonfa et grâce à ma compétence maître d'armes, lui envoyer des bons coups dans la gueule, quoi, pour lui péter un truc.
Ah, je le bourrine. Je glisse sur le capot pour rejoindre. Martial, c'est toi qui vas agir en premier du coup. Bon, il fallait bien rater au bout d'un moment, moi j'ai fait 6. Léon, tu vas quand même me faire ton jeu s'il te plaît. On va partir sur la violence. 14. Tu ne parviens pas forcément à accomplir ton action jusqu'au bout pour la simple et bonne raison qu'au moment où Martial s'apprête à lui tomber dessus avec son tonfa, le motard se tourne vers lui et lui balance un coup de pied chassé en plein dans le torse pour le repousser. Ce qui fait qu'au moment où tu te précipites vers ton adversaire, Léon, Martial te bouscule en fait parce qu'il est rejeté en arrière. Tu réussis toutefois à arriver au niveau du motard et donc tu peux agir à nouveau. Est-ce que je peux retenter un rapide comme l'éclair? Tu voudrais faire quoi exactement? En fait, rapide comme l'éclair, ça me permet d'avoir des tokens pour éviter des attaques. Ok, bah soit. Bah dans ce cas, tu peux relancer un rapide comme l'éclair. Si tu veux l'attaquer, tu auras quand même un jet d'attaque derrière toi. Bon, 6. Donc voilà. Du coup, c'est effectivement un token. Tu as 2 esquives disponibles puisque tu en avais déjà récupéré une auparavant. Quand tu arrives à son niveau, t'es trop lent. Ce qui fait que il sort tout de suite son arme, il te pointe et il tire. J'imagine que tu vas lâcher une esquive Oui. au dernier moment et la balle te siffle au-dessus du crâne. Votre assaillant se relève et se met à partir en courant. Je vais tenter maître d'armes distance. 2 tirs dans le torse, 1 dans la tête encore. Je tire dans les jambes à ce fumier. Oh, sa race, mais 7! Je peux quand même t'accorder un token au choix pour plus tard, si tu le désires, que tu regarderas dans un coin. Bon, du coup, c'est 2 balles dans la poitrine et 1 dans la tête. Il se passe trop de choses, t'as des piétons qui commencent à te bousculer, t'es pris dans une forme de mêlée. Et le temps qu'une espèce de flot de personnes qui ont quitté leur voiture, qui commencent à s'éparpiller de partout, se dissipe, tu vois qu'il est trop loin. Il est trop loin, tu pourras pas le viser correctement. Est-ce que je peux tenter d'entamer la course Je peux te l'accorder. Ce sera un agir sous la pression, mon cher ami. 13. Tu commences à aller courir après, il y a beaucoup de distance à franchir pour arriver à son niveau, ce qui fait que devine en fait que tu es en train de lui courir après, il tourne la tête, il se plante au milieu de la route, t'arrives pas loin de lui, t'es à moins d'une dizaine de mètres, mais il sort son arme, il te vise. Ouais, si j'ai l'opportunité, je me fous derrière une bagnole. Ça va être un jet d'éviter les dégâts, Martial. Oh, 2. T'as juste le temps de comprendre que je suis en train de me faire tirer dessus. T'entends pas la détonation. Tu sens quelque chose qui est passé sous ton gilet pare-balles au niveau de ton estomac, traverser le ventre et le dos. Ta vision se voile un instant. Tu te sens tomber lentement à terre, t'as l'impression que le monde se ralentit autour de toi. Tu sombres dans l'inconscience et la dernière chose que tu vois, c'est ce motard donc qui s'enfuit dans le lointain. Mécaniquement, tu peux cocher ta blessure grave. Ouf. C'est bon pour toi? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est bon. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Martial, au moment de sombrer dans l'inconscience, ton regard se voile et t'entends une voix dans ta tête qui te dit « Reviens parmi nous, Martial ». Et tu sens en fait des mains te saisir. T'as la sensation que ton corps est ultra lourd et que des mains te saisissent, te tirent sous terre. Léon, t'as à peine eu le temps de voir Martial détaler, t'as assisté à la scène de loin, tu vois que Martial est en train de s'effondrer sous tes yeux et qu'il est en train de se vider de son sang sur le goudron. J'attrape le Toki tout en courant vers dans la direction de Martial et je gueule officier à terre et je donne l'adresse de là où on est. Je balance le Tolki pas loin de Martial et en fait je fais encore quelques pas pour voir est-ce que de là où je suis je peux choper le gars ou à l'arme à feu. Ça allait beaucoup trop vite, il a dû se frayer un chemin dans des ruelles ou... À partir du moment où je vois que je l'ai perdu de vue et que ça sert à rien, je range mon arme et je vais droit sur Martial pour lui appliquer les premiers soins. Je te demande pas de faire de jet pour ça, tu fais pression en fait sur sa blessure en attendant que les secours arrivent. Pendant ce laps de temps, je vais revenir sur toi, Martial. Martial, donc, je te décrivais ses mains
qui te saisissent et qui semblent t'entraîner sous terre. Vraiment, c'est comme s'il y avait un voile noir sous tes yeux, mais t'as quand même des flashs de lumière très blanche. Ces flashs de lumière blanche, ils prennent toute ta vision, tu vois plus que du blanc. Et tu sens qu'en fait, ces mains, elles te lâchent. Et tu te retrouves en train de tomber. C'est comme si tu t'avais fait traverser le sol et t'es en train de tomber au milieu d'une immensité qu'au départ, tu vois juste comme une étendue blanche, aveuglante. T'es en train de tomber comme au ralenti vers une tour blanche qui émerge du sol. Et ce sol, tu vois que c'est une espèce de mer rouge qui s'étend à perte de vue. T'es en train de tomber. Tu as perdu conscience, tu sens que t'es encore en train de tomber dans un autre état où t'es en train de t'enfoncer encore plus. Et la dernière chose que tu ressens avant de sombrer dans l'obscurité totale, c'est que tu sens une présence qui t'est familière. Une présence que tu n'avais pas ressentie depuis plus de 15 ans. Tu ne l'as ressentie qu'une seule fois dans ta vie, mais c'est ce qui est à l'origine de tout ce que tu es aujourd'hui. Tu vois une grande forme noire dont tu n'arrives pas à discerner les traits. T'agrippée au niveau du col, pendant que tu es en train de tomber. Elle semble avoir émergé de nulle part, elle t'agrippe. La dernière chose que tu vois, c'est 2 grands yeux noirs, dans lesquels des espèces de lumières, comme des galaxies qui tournent sur elles-mêmes. Et t'entends la voix que je t'ai décrite déjà plusieurs fois, la voix que tu avais entendue le soir après le vernissage, qui te dit « Bientôt, mon enfant, tu reviendras à la vie. » Et tu sombres dans l'inconscience. Léon, assez rapidement, étant donné qu'il y a des manifestations pas loin, aussi rapidement possible en tout cas, tu as une ambulance qui arrive avec plusieurs voitures de police qui se postent là. Martial est très rapidement pris en charge par les ambulanciers. Ne vous inquiétez pas, on va l'emmener à l'hôpital le plus proche. Est-ce que vous allez nous suivre, inspecteur? Je lui tape sur l'épaule, je dis non, allez-y, je vous rejoins. Et en fait, ce que je fais, c'est que je cours vers la Lexus. Et voir si Luciani il s'est pas pris une bastos dans la mêlée. En fait, il y a certainement une balle qui a été perdue. Tu vois qu'il a été percé au niveau du ventre et qu'il est en train de se vider de son sang dans la voiture. Il y en a un autre. Je le tire et je lui agrippe, je lui pose les 2 mains sur le bide pour empêcher le sang de couler. Et pareil, je gueule pour que les ambulanciers ils arrivent au plus vite, quoi. Le casier, B73. Gare de Lyon, la consigne, B73. Il a juste le temps de te souffler ça au moment où un autre ambulancier l'attrape et le met sur un brancard. 2 ambulances qui sont sur place, qui partent avec donc les 2 blessés à l'hôpital. T'as un officier de police en uniforme qui s'approche de toi. Inspecteur, est-ce que vous avez besoin qu'on vous conduise quelque part? Est-ce que... J'ai un petit moment où je tourne un peu sur moi-même, je regarde autour de moi. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre et ça m'énerve. Je pousse un espèce de vieux cri primal en balançant un grand coup de poing dans la carcasse de la Prius. Et je souffle un grand coup. Amenez-moi à l'hosto. Je reviens sur Ante et Mallory qui, du coup, ne sont absolument pas au courant de tout ce qui vient de se passer à l'instant. Je propose à ce qu'on reste sur place, qu'on appelle le bastion et qu'on ait quelqu'un qui soit capable d'ouvrir le coffre. Ça me fait un peu peur de faire l'aller-retour et d'avoir l'air con, toujours un peu en stress parce que je sais pas quand est-ce que les bouts de magie vont me rappeler. Je sais pas si quelqu'un regarde ce que je fais et si c'est le cas, c'est la giga merde. Donc au moins je passe de temps dans la rue, au moins je fais d'aller-retour, au moins je rentre dans le bastion pour rien déjà, mieux je me sens. Si quelqu'un peut venir et l'ouvrir et nous on bouge pas, on reste là et ça peut te permettre de fouiller d'autres trucs pendant ce temps, le temps que du coup tu reprennes tes esprits, voir on fait un aller-retour pour trouver quelque chose à manger et on a plus de temps pour chercher d'autres choses potentiellement. Très bien. Qui se charge d'appeler, du coup? C'est toi, Ante? Et déjà, on appelle qui pour ouvrir ce coffre? Tu peux appeler Virgile. Bah ouais, carrément. T'appelles directement Virgile. Virgile. Oui, je vous appelle parce qu'on est en ce moment dans l'appartement de Philippe Maudrange et on est tombé sur une espèce de coffre-fort protégé par un digicode. Il nous faudrait des experts pour l'ouvrir, voir
un démineur s'il est piégé, voire quelqu'un qui est capable de le forcer, vous seriez en mesure de nous envoyer quelqu'un? J'en conclus que vous n'avez pas entendu la nouvelle. Quelle nouvelle? Vos 2 coéquipiers ont été attaqués en pleine rue. Il y a eu une fusillade. Il y a eu des blessés? Il semble que l'inspecteur Lemaître ait été grièvement blessé. Je vous donnerai plus de détails quand j'en aurai. Je peux me débrouiller pour vous concocter quelque chose, mais il faudra être patient. Le bastion est assez agité. Ok, mais du coup... Inspecteur Posavets, je vous donnerai plus de détails quand j'en aurai. La situation est beaucoup trop trouble à l'heure actuelle pour que je puisse vous donner ces informations. Ok, dans combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre de vos nouvelles? Je vais faire au plus vite, compter 1 heure. Ok, C'est une bonne trouvaille, Posavets. Transmettez mes amitiés à l'inspecteur Baron. Vous venez d'apprendre cette nouvelle, vous vous retrouvez tous les deux toujours dans le bureau face au digicode. Est-ce que vous faites quelque chose en attendant Oh, moi je respire un grand coup là pour l'instant. Parce qu'on vient de me dire qu'un de mes collègues était dans un état. En fait, on me dit qu'on veut pas me dire dans quel état il est, mon collègue. Donc ça m'inquiète un peu. surtout qu'on les a eu au téléphone il y a 3 minutes, quoi. Ils se sont fait tirer à vue. Enfin, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on ne peut rien faire. On peut s'attendre à ce qu'ils aient été suivis, ils aient été attaqués parce que ils sont avec Escaton. Je fais un aller-retour au rez-de-chaussée pour aller voir le concierge, pour lui donner mon numéro de portable. S'il y a quelqu'un de suspect qui n'hésite pas à m'appeler, j'en appelle à sa bienveillance et à sa coopération. Ça se passe assez rapidement, tu redescends au niveau du concierge. Tu lui expliques donc la situation, tu es disposé à vous offrir toute l'aide nécessaire, sans aucun problème. Une fois que c'est fait, tu remontes au niveau de l'appartement. Et en fait, en revenant dans l'appartement, tu passes à côté de la salle de bain, en fait. Et de la salle de bain te provient une voix. Cette voix, elle te parle en croate, Ante. Je me fige et je tourne doucement la tête pour essayer de voir si j'aperçois une silhouette ou je suis en train de me faire une petite crise de panique parce que j'ai conscience que je suis en train de totalement flipper. Cette voix, au début, t'as du mal à t'entendre vraiment comme un murmure qui... Ante. Et en fait, tu reconnais cette voix, que c'est celle de ton oncle Nicolas. Pourquoi est-ce que tu ne nous rejoins pas, Ante? Est-ce que je vois quelque chose dans la salle de bain? Tu entends cette voix, mais tu vois rien dans la salle de bain. En fait, je sais pas ce que tu fais si tu rentres dans la salle de bain. Je cherche pour allumer la lumière avant de rentrer. Le seul résultat, en tout cas, le fait d'appuyer sur l'interrupteur, c'est que tu entends un clac qui résonne dans le silence. Tu vois pas de silhouette, cela dit. Je sors mon téléphone pour avoir de la lumière. T'éclaires juste la baignoire, puis la fenêtre, puis le lavabo, l'armoire à pharmacie. Tu ne vois rien. Et la voix continue. Ante, il faut que tu nous rejoignes. Il faut que je finisse le travail. Je continue à chercher, je comprends pas ce qui se passe. Tu comprends avec le temps, pendant que la voix est en train de te parler, qu'elle vient de la baignoire. Je vois qu'il y a personne dedans. Il n'y a personne dans la baignoire. Mais en fait, c'est-à-dire qu'elle vient de la baignoire, mais plus spécifiquement, elle vient de sous la baignoire. Je m'approche doucement pour essayer de voir quelque chose de mes yeux, quoi. Tu t'approches lentement de la baignoire. Tu mets un moment à regarder, tu passes ta lumière sur le bout de la baignoire. Et lentement, tu t'approches du siphon. Et le siphon, il y a une petite grille en métal qui a quand même assez d'espace. Faut que tu vois qu'un œil bleu est en train de te regarder fixement depuis le siphon. Et au moment où tu le regardes, tu entends un éclat de rire. Et l'œil disparaît. Et t'entends un bruit de course sous la baignoire. Et en fait, le truc, Ante, c'est que ce bruit de course, il passe sous la baignoire, mais il continue très loin. Pour toute logique, il continue, mais comme s'il y avait un chemin sous la baignoire qui menait... Mais c'est pas possible. T'es au 2e étage, Ante. Fais-moi, je vais te garder le contrôle, s'il te plaît. 5. Mallory, tu entends un hurlement depuis la salle de bain. Un hurlement de terreur pure. Je suppose que tu quittes l'endroit où tu étais pour te rendre dans cette direction. Je sais pas si c'est le cas. Oui, mais très lentement. C'est-à-dire que le premier réflexe quand ça crie, c'est juste que je me tétanise, que j'ai les yeux qui sortent des orbites de... Qu'est-ce qui se passe? Il y a ma clope qui tombe toute seule de mes mains tremblantes. Alors oui, je m'y dirige, mais pas avec assurance et avec détermination, mais j'y vais sans trop savoir pourquoi. Au moment où tu t'approches de la direction de la salle de bain, tu vois que Ante sort en reculant. Il s'explose contre le mur qui fait face à la salle de bain.
Il se met à glisser contre le mur. Il se recroqueville contre lui-même, en boule, et il se met à pleurer. Ante, tu perds 2 points de stabilité. S'il te plaît. Toutes tes actions sont dictées par une peur panique et par le fait que tu n'as aucun contrôle sur ce qui vient de t'arriver. Du coup, j'accours sur lui, je me mets à une distance assez proche de lui sans le toucher pour pas le brusquer. Je lui demande est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Enfin, Je pense pas que je réponde, mais si tu me réponds pas, moi je vais juste te parler et te dire Ante, est-ce qu'il faut qu'on s'en aille? Est-ce qu'il faut qu'on sorte de cet appartement? Est-ce que vous avez besoin de prendre l'air? Est-ce que je peux vous aider? Faites-moi oui avec la tête ou si vous pouvez pas parler ou non. non, je pense pas. Je fais non de la tête, mais est-ce que moi j'ai pas envie de me barrer de cet appartement? Non, je pense que s'il a complètement perdu le contrôle, qu'il est tétanisé et qu'il est en boule dans un coin, il va pas se lever pour sortir, c'est trop d'effort. Donc il reste tétanisé, à pas parler. À la limite, je peux faire un non de la tête, mais ça ira pas plus loin et je pense pas. Dans ce cas-là, je lui demande est-ce qu'il faut que j'aille voir quelque chose dans la salle de bain? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la salle de bain? Non, je continue à faire non. Non, y a rien dans la salle de bain. Enfin, y a plus rien maintenant qu'il s'est barré, donc ça sert à rien d'y aller, quoi. Mais je fais juste non de la tête. Non, on va pas dans la salle de bain. Enfin, même s'il demande, il y a quelque chose de dangereux, etc. Est-ce qu'il faut que j'aille vérifier? Non. Non. Y a rien à vérifier. Non, non. Juste non de la tête tout le temps. Dans ce cas-là, moi, je pars du principe qu'en fait, il fait peut-être juste une crise de panique ou qu'il a juste peut-être un souvenir qui s'est réveillé en lui. Enfin, je veux pas savoir plus. C'est pas mon rôle, ça me regarde pas. Moi, je sais que c'est des choses qui peuvent m'arriver, donc en fait, je comprends cette situation. Et du coup, je vais juste m'asseoir à côté de lui, pas très proche, mais proche quand même. Et je lui dis que voilà, de toute façon, là, on ne peut que attendre. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, on peut rester là, essayer de respirer, essayer de souffler, mais que tout va bien, on est que tous les deux. Juste, je reste là à côté de lui, à lui poser des questions de temps en temps, 10 minutes par 10 minutes, voir si ça évolue. Un long moment, c'est cool. Ante, au fur et à mesure, la présence et les mots rassurants de Mallory t'aident à reprendre le contrôle. Tu commences à reprendre le cours de ta respiration. Tu es en train de reprendre ce contrôle-là sur toi-même. J'aimerais bien savoir comment se sent Ante à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il ressort de ce qui vient de lui arriver? Bah déjà, je pense que ça prend 20 bonnes minutes avant de réussir, ne serait-ce qu'à relever la tête. Et non, je pense qu'il est toujours tétanisé et que Vous voulez serrer ma main? Vous lisez un peu? Je peux, hein. Ça va vous détendre, je sais pas. Vous voulez taper dans un truc, peut-être? non, je pense qu'au bout de quasiment 1 heure, ça va déjà mieux. Je pense 20 minutes pour relever la tête, et je ferai pas des réponses de plus de 2 mots aux questions, mais j'essaye de dédramatiser. C'est rien, c'était un petit coup de panique. C'est passé, mais je reste assis par terre, mais c'est passé, quoi. Au bout de cette heure où vous attendez, vos collègues arrivent, finalement, vous entendez taper à la porte. Pou, pou, pou. Du coup, je me lève, demander qui est-ce? Alors déjà, en descendant, je vais mettre une giga gifle à Norel, parce qu'il était censé m'appeler s'il y a quelqu'un qui rentrait dans le bâtiment, tout ça. Et là, ça tape à la porte, donc du coup, non, ça me tétanise un peu. Si toi tu te lèves et que tu vas vers la porte, je pense que je t'attrape la cheville, hein. C'est toujours la panique. Dans la minute qui suit, une voix retentit. Police! Viens regarder ce digicode. Ouvrez s'il vous plaît. Ah, moi, je te regarde. Je te regarde en mode qu'est-ce que t'en penses? Je reste assis par terre et je me mets dos au mur, assis par terre, mais de toute façon, que ce soit la police ou pas la police, ils peuvent pas être au courant pour le truc du digicode. Si de toute façon ils sont venus pour nous dégommer, ouvrir, c'est pas une porte qui va les empêcher d'entrer, quoi. Y'a pas un petit Judas pour que je puisse regarder au cas où Si, effectivement. Eh ben, je regarde dans le Judas par sécurité pour rassurer mon collègue aussi. Tu regardes par le judas de la porte et tu vois donc 4 silhouettes, toutes habillées en uniforme de la police. Une personne qui du coup est devant, il a un sac sur le dos, c'est un homme d'une trentaine d'années, crâne rasé, petites lunettes. Derrière lui, du coup, tu vois donc un officier en uniforme, tu vois aussi un officier de la police scientifique, et ainsi qu'une personne qui a un gros sac. Pendant que tu es en train de t'approcher du judas, tu vois que la femme qui est devant, elle s'impatiente un petit peu. Il regarde derrière lui, il tape à la porte. Bon, ouvrez s'il vous plaît.
C'est un peu la crise là. On a besoin de nous ailleurs, ce serait bien que vous ouvriez s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas un détail sur leur uniforme qui pourrait me faire jurer que c'est bien des mecs des flics ou je sais pas. T'as pas l'impression de voir quoi que ce soit d'inhabituel, cela dit, si t'as vraiment des suspicions, tu peux me lancer un jet de lire une personne. Intuition. Vas-y, je le jette. C'est un 14. T'as pas l'impression que tu peux pas leur faire confiance, t'as la sensation que ce sont vraiment des officiers de police et tu te sens pas en danger outre mesure. Et ben dans ce cas, je leur rouvre en me présentant. Baron, c'est nous qui vous avez appelé. On sait que vous êtes occupé ailleurs, mais on a vraiment besoin de vous, donc voilà. Je vais vous montrer où ça se passe et puis on va se débarrasser de ça rapidement ensemble. Il lève la tête vers toi, Hanté, il dit, oula, il a pas l'air bien votre collègue. Non, non, tout va bien. Venez, on s'en occupe rapidement, comme ça. Faites pas attention en fait. Je fais en sorte d'être toujours le plus loin possible de qui que ce soit dans la pièce. Moi, je pars du principe que dans sa situation, je voudrais pas qu'on me parle ou qu'on fasse attention à moi, donc je les écarte le plus possible de lui en mode. En fait, vous êtes pressé, non? Donc venez, on va s'occuper de ça, on va le faire rapidement et bien, et après vous serez libérés. Tu escortes du coup l'unité qui te suit. Certains des membres lancent un regard étrange à Hanté qui est en train de faire les 100 pas dans le salon. Ils rentrent dans la pièce rapidement, ils prennent possession des lieux. T'as la personne avec le gros sac qui sort plein d'outils. Il y a un détecteur de métal, il y a un ordinateur, il y a une coupole tu sais, les coupoles qui permettent de contenir les explosions. Il y a plein de choses. Celui à qui tu as ouvert la porte avec ses petites lunettes qui voit le digicode, il sort un ordinateur qui branche au digicode, se met à pianoter dessus. Ok, et du coup vous êtes tombé là-dessus comme ça, par accident. Ouais, on refaisait une petite fouille de la scène de crime, c'est tout. Ils ont encore fait n'importe quoi quand ils ont perquisitionné, clairement. Bon, vous me laissez un peu de temps et on va essayer d'ouvrir ça, ok? Ça peut prendre combien de temps à peu près? Je m'approche et je me mets au niveau de la porte. Je veux les regarder faire et je les vois faire la petite messe basse en mode qu'est-ce qu'il a, etc. Et en vrai, ça m'énerve. Et je sais pas pourquoi mon mécanisme de défense, c'est la violence. Mais tout va bien se passer, mais juste je veux les regarder faire. Et puis, si jamais il faut mettre un shoot, peut-être que ça va me faire décompresser. Technicien scientifique qui est en train d'ouvrir sa mallette, qui sort quelques outils, qui te jette un coup d'œil, genre il te regarde presque de haut en bas, et puis revient juste vite sur ce qu'il est en train de faire. Tu vois que les gens te jettent un regard un petit peu suspicieux. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il nous regarde comme ça? Du coup, l'officier qui est en train de tapoter sur son ordinateur, Mallory, te répond vous inquiétez pas, laissez-moi faire, je me concentre, je fais mon truc. Il se tourne vers son collègue, alors il y a quoi? Je sais pas, on dirait qu'il y a une porte ou quelque chose de l'autre côté, j'en sais rien. Ça prend un certain temps, il y a une certaine tension qui s'installe pendant la vingtaine de minutes, la demi-heure qui s'écoule. Au bout d'un moment, tu vois que le type est en train de taper une série de chiffres sur son ordinateur. Vous entendez tous en fait un clic très fort qui résonne dans la pièce. Et vous voyez qu'en fait, derrière le cabinet que je vous décrivais tout à l'heure, là où il y a le digicode, il y a le pan de mur en bois en fait, qui se décale juste un tout petit peu. Clac. C'est une porte. Il recule. Il fait signe à son pote des mineurs de s'avancer vers la porte. Il regarde un petit peu, il touche. Ok, ça a l'air clean. Il ouvre la porte. Et sous vos yeux, il y a une grande pièce qui s'éclaire automatiquement. Un néon blanchâtre qui éclaire cette pièce, qui est complètement carrelée de blanc, du plafond jusqu'au sol. Cette pièce, elle est constellée sur les murs d'étagères en métal qui contiennent des dossiers. Il y a une petite table noire, pliante, très sobre, avec une chaise en plastique, sur laquelle est posé un ordinateur. Et dans un coin de mur, il y a une étagère qui en fait est plus un présentoir, dans lequel il y a plein d'objets. Et ce qui vous frappe, c'est que ces objets, ce sont des couteaux, des scalpels, des martinets, des fouets, des sextoys en tout genre. Et vous faites donc tous face à cette pièce. L'officier qui vous a aidé à ouvrir la porte regarde la pièce avec un air vraiment paniqué. Puis il se tourne vers toi, Mallory, dit genre est-ce que vous voulez pas qu'on va falloir mettre tout ça sous scellé? Ça te dérange pas si on vous laisse faire votre truc? Oui, non, mais appelez quelqu'un de la scientifique. On est sur une deuxième partie de la scène de crime en soi, donc il faut que ce soit étudié de fond en comble, pour de vrai, cette fois. Ok, il est vraiment, tu sens que sa voix elle tremble, il est pas très très bien. Je pense que toujours dans l'état de choc, j'ai toujours pas envie de leur parler.
Et je sens que eux, ils ont envie de partir et que moi, je peux pas être plus tétanisé que ça. Donc, je m'approche de toute façon de cette pièce-là. Je pense en attraper un, genre celui qui parle là, qui dit qu'il a envie de partir et appeler des renforts. Je l'attrape par l'épaule et je le tire en arrière. Et j'ai bien envie de rentrer dans la pièce et de regarder autour de moi en étant hébété parce que de toute façon, je comprends rien à ce qui se passe et je suis tétanisé et ça va servir à rien. Mais histoire de constater de ce qu'on a trouvé, quoi. Mallory, du coup, il voit en tes fers, il se fait bousculer un petit peu. Il dit genre, on sort et on appelle les renforts, d'accord? Je vais repasser sur Léon et Martial. Léon, tu partais à l'hôpital avec. L'officier là qui m'a demandé où est-ce que je voulais être amené, je lui ai dit de m'amener à l'hôpital où étaient amenés Luciani et le maître. Ils ont été amenés en bloc, en urgence. Le personnel médical t'a dit écoutez, vous ne pouvez pas rentrer, mais vous pouvez attendre là si vous voulez, on s'occupe de tout. Dans l'heure qui s'est écoulée, t'as dû attendre à l'hôpital, je sais pas si t'as fait quelque chose dans ce laps de temps ou pas du tout. Non, je me suis juste assis genre en plein milieu sur un banc ou sur une chaise, là où on m'a dit de m'asseoir, quoi. Et de temps en temps, je regardais mes mains pleines de sang séché, là. Parce qu'en fait, vraiment, je le prends comme... c'est un signe défaite personnelle, quoi. C'est... normalement, un connard comme ça, même si c'est un ninja, il m'échappe pas, quoi. Et là, non seulement il m'échappe, il flingue un collègue. Des collègues, j'en ai déjà perdu pendant l'opération Panthère, et c'est jamais trop un moment agréable. Et en plus de ça, il me bute on essaie de me buter mon journaliste. Donc du coup, ouais, je me dis qu'on a bien fait de le choper, le Guilhem, parce que ce règlement de compte-là, il aurait pu être fait sans qu'on soit autour. Et bon, il y a un moment donné où je réfléchis au fait que, ah tiens, c'est marrant, mais avant que tout dégénère, on m'a appelé et on m'a pas répondu quand j'ai dit allô. Donc dans un coin de ma tête, il y a un petit truc qui dit, bon, il va falloir foutre le téléphone au micro-ondes, en acheter un autre, et prévenir qui de droit que j'ai changé de numéro parce que mon téléphone est tombé dans les toilettes. Donc globalement énervé, j'ai envie de casser des bouches et de taper dans des murs. T'es en train de faire les 100 pas dans un hall d'hôpital, après tu te lèves, tu t'assieds, tu te lèves, tu t'assieds. Tu vois une silhouette familière arriver du bout du couloir. Et tu reconnais Pierre Blanc, qui s'approche de toi un peu rapidement, l'air un peu paniqué, essoufflé. Ouah, Léon, ça va? J'essaye de ravaler mon envie de casser des bouches et je réponds en sifflant entre mes dents. Moi ça va, mais... Ouais, le moine m'a dit, c'est pour ça que je suis là, j'ai pris sur mon temps, je voulais voir si ça allait pour vous deux. Il est en sale état, le maître? Il en a pris une dans le bide, ça saignait pas mal. Heureusement la balle est ressortie. Qu'est-ce qu'il foutait avec vous, ce journaliste? C'est celui qui a balancé l'info sur toutes les chaînes, là. On l'avait chopé parce que justement il reçoit des appels anonymes qui lui filent tous les noms et tous les dossiers, donc on l'a pris avec nous pour le foutre en garde à vue, histoire de lui rappeler que c'est plus intelligent de ne pas ébruiter des affaires d'homicide encore en cours. Et au final on a bien fait parce que visiblement il y avait son nom sur une liste. Putain, Léon, c'est la grosse merde. Qu'il dis-tu, c'est moi qui viens de me faire attaquer par un putain de ninja. T'as conscience que le moine va pas être très content? Le moine il a d'autres affaires à gérer que ça, je veux dire, au bout d'un moment, heureusement qu'on était là, quoi. Oh, ouais, c'est sûr, mais bon, t'es un journaliste. Léon, sérieux, en ce moment? J'aurais peut-être dû le laisser partir et qu'il continue à divulguer toutes les infos qu'on a. C'est moi, je suis pas là pour te foutre dans la merde, je te dis juste que... Si ça peut vous amuser, collez-moi un blâme, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier, mais qu'on commence pas à me souffler dans les bronches parce que je fais mon taf et que j'ai l'impression d'être le seul à en avoir quelque chose à foutre, que y ait des infos qui sortent et qui rentrent du Bastillon sans que personne n'ait l'air de trouver quelque chose à y redire, quoi. C'est pas normal qu'un journaliste arrive à avoir des infos de chez nous par des appels anonymes qui lui laissent des petits paquets cadeaux dans des gares pour qu'après, derrière, on essaie de les faire assassiner. C'est pas ce que je veux dire, Léon. Moi, je sais bien que tu fais de ton mieux et je sais ce que c'est le terrain. C'est pas parce que je suis complètement à la ramasse sur ce qui s'y passe, mais putain,
Là, vous venez de vous choper une intention monstre, je suis pas sûr que ça va bien passer au niveau de le moine ou son espèce de robot qui est d'acolyte là. Si le moine et Virgile ont quelque chose à me dire, qu'ils viennent me le dire, mais... Je veux pas te mettre en pression, Léon. C'est juste que je bosse pour eux, quoi. Donc forcément, je suis obligé de te dire les choses qui font pas plaisir. Mais ce qui compte, c'est que le maître se remette. Et puis on verra pour ton journaliste. J'espère que ça va aller pour lui. Moi aussi, parce que du coup, j'aurais peut-être quelques questions en plus à lui poser. Ouais, j'imagine. Je peux pas t'emmerder plus, Léon, mais fais gaffe à toi. Je peux essayer de te couvrir un petit peu et d'expliquer un peu la situation aux gars en haut, mais je peux pas faire n'importe quoi non plus. Écoute, fais de ton mieux sans te mettre dans la merde, et comme je t'ai dit, je suis droit dans mes bottes, et au pire, s'ils veulent blâmer quelqu'un, ils ont mon nom. Fais gaffe à toi, Léon. Il fait 2-3 petits pas en arrière, il s'apprête à se tourner, puis il s'interrompt un moment, et puis il se tourne vers toi et te dit genre... Si t'as besoin d'infos sur tes collègues, sur d'autres choses, sois un peu plus discret. Valentin est bon, mais pas bon au point qu'on le remarque pas. Je hoche la tête en soupirant et en me grattant ma grosse nuque. Les choses, elles ont changé, Léon. C'est plus comme avant, on peut plus faire tout ce qu'on veut. Ouais, et des fois ça change pas quand bien. Je lui fais un petit hochement de tête. Bon, du coup, globalement, j'ai encore plus envie de casser des culs. Je vais d'autant plus foutre le feu, passer au micro-ondes mon téléphone. On va ralentir un peu le rythme sur les ouvertures de dossiers dans les archives. De toute façon, j'ai toutes les infos qu'il me faut. J'ai Hanté qui m'a filé des listes d'adresses. J'ai des listes d'adresses. Puis là, de toute façon, au point où j'en suis d'énervement... Le premier bar un peu glauque, le premier relais de drogue, premier bordel clandestin que je trouve, je vais foutre le feu. Je veux tuer des bouts de vas-y. Toutes ces émotions te traversent. Et pendant que tu es en train de réfléchir à tout ça, t'as une infirmière qui s'approche de toi. Inspecteur Castelli ? Oui. Je me tourne vers elle peut-être un petit peu plus agressivement que ce que j'aurais voulu. Elle sursaute. Je voulais vous dire que votre collègue est stable et si vous voulez aller le voir, peut-être que ça vous tranquilliserait un petit peu. Ah, volontiers, merci. Il est conscient, il va bien, il est sorti d'affaire. Il passe entre conscience et inconscience, c'est encore un petit peu compliqué, mais il est stabilisé et ses jours ne sont pas en danger. Il faudra un petit moment pour se remettre de sa blessure, je pense. Là, pour le coup, j'émets un long soupir de soulagement, et pour le coup, c'est vraiment, il vient du cœur, celui-là. Vraiment, j'aime pas voir mes collègues mourir. Hein. Quand bien même c'est des petits cons protocolaires. Quant à votre suspect, enfin, je ne sais pas si c'est un suspect, un témoin, mais... C'était peut-être les deux, du coup. Nous n'avons pas encore réussi à le stabiliser. Les médecins sont encore en train de s'occuper de lui et je vous tiendrai au courant dès que possible. Très bien, prévenez-moi dès que vous avez la moindre info et merci. Je vous retiens pas plus. Du coup, je vais dans la chambre qu'elle m'a indiquée. Et justement, Martial, tu ouvres péniblement les yeux. Et la première chose que tu vois, c'est le visage de Léon Castelli, qui est encadré dans la porte d'hôpital. Tu vois que tu es du coup allongé sur un lit d'hôpital, perf dans le bras, tuyau dans le nez. Tu vois que tu es bandé au niveau de l'abdomen et ça fait un mal de chien. Et surtout, j'aimerais que tu me fasses un jet de garder le contrôle, s'il te plaît. Si moi, juste, j'ai quoi comme malus là, parce que je sais plus où j'en suis. Gardons la stabilisation des blessures puisque tu es à l'hôpital et tu es guéri, mais tu conserves quand même ton malus de -1 lié à ton flottement qui t'est rappelé en gros par Castelli qui est dans la porte et qui te fixe. Ma gueule de porte-bonheur. Vite, putain, je ressombre. Tu es beaucoup trop dans le coltard et tu as de la morphine qui te coule dans les veines, ce qui n'aide pas à te faire te sentir mieux. Et, dès que je vois qu'il ouvre un œil, je vois qu'il ouvre les yeux en se disant voilà, il y a un œil qui dit merde à l'autre. Moi, je m'approche de lui. Café, lui. Le maître, bordel, mais Hein ça va, tu te remets? Hein Oui, c'est la morphine, je connais. Attends, tiens, je lui sers un verre d'eau. Ouais. Vas-y, attends, bois. On fout partout en plus, j'en sais.
Attends, et là du coup je lui chope la nuque avec la grosse main d'ours. Je lui chope le verre et j'essaie de le faire boire le plus doucement possible. Je lui fais boire son eau doucement. Je dis ouais non mais vas-y doucement. Après les anesthésies c'est toujours galère de se remettre. On est à l'hôpital là. Tu t'es pris une balle. Tu te souviens? Quelle balle? Bordel, le maître. Vous couriez après l'espèce de ninja motard qui nous a attaqué et il vous en a collé une dans le bide. Ah ouais, oui, oui. Luciani s'en sort un peu moins bien un peu moins bien que vous pour le moment. Mais de toute façon, Luciani, c'est mon problème. C'est la première bastos que vous prenez? Je souris à moitié, je me bave un peu dessus, tu sais. Je crois. Oui. Je lui tapote l'épaule un peu gentiment. Ouais, on va espérer que c'est la dernière, hein, mais bordel, vous m'avez fait peur. Hein. Ça arrive pas souvent. Je suis désolé, je suis complètement. J'arrive pas à parler, quoi. Enfin, je. Écoutez, reposez-vous. Ouais. Je vous laisse tranquille. De toute façon, si jamais vous appelez les infirmières et il y a des gars à nous qui surveillent les portes, donc je commence à me lever pour me barrer. C'est. Je me tourne. Mais... Ils m'ont demandé de vous surveiller. J'aurais voulu que je vous flic. Je m'approche doucement, je m'installe sur le lit et je me penche vraiment très près de toi. Qui ça, il? Le gratin. Le gratin de chez nous, du Bastion? Le moine? Je lui tapote l'épaule et vous leur avez dit quoi? Tout ce qu'ils savent déjà. Vous êtes un rustre, c'est tout. C'est tout ce qu'ils savent? Alors, j'ai pas vraiment mené l'enquête. Je trouve qu'on a déjà beaucoup à faire en fait sur tous ces événements et je pense qu'il faut qu'on soit unis. Parce que ça va vite déraper. Je sens qu'il y a quelque chose de plus gros qui se trame. C'est pas. Je lui serre l'épaule un peu en massant comme ça, là. Vous avez raison, le maître. Ça va vite déraper. Reposez-vous et ça reste entre nous. Mais si vous pouvez, leur faites plus rien remonter. J'ai rien trouvé. Vous êtes juste Castelli. J'ai fait les gens. Y a rien à trouver, le maître, y a rien à trouver. Et je lui retape sur le torse et cette fois-ci je me lève et je sors de la pièce. Tu sors de la chambre d'hôpital et tu croises une femme qui regarde autour d'elle, l'air paniqué. Excusez-moi, je cherche la chambre de Martial Lemaître. C'est celle-ci, vous êtes? Jeanne, je suis sa tante. Oui, il est là, la porte où il y a l'agent de police juste devant. Allez-y, dites-lui que vous êtes de la famille et il vous ouvrira. Et s'il vous fait des histoires, dites-lui que l'inspecteur Castelli vous a laissé rentrer. Merci, inspecteur Castelli, c'est ça, je vous remercie. Pardon, j'aimerais faire de plus ample connaissance, mais je suis venu aussi vite que possible. Il va bien, il est en train de se remettre, il est encore un peu dans le coltard avec la morphine, mais normalement, ses jours sont plus en danger. Merci. Il y a donc cette femme en tailleur noir impeccable, cheveux blonds coupés en carré. T'as du mal à voir la parenté avec Martial, à vrai dire, qui du coup, après avoir fait un signe à l'officier de police qui est devant la porte, rentre dans la chambre de Martial. Martial, du coup, Jeanne rentre dans la chambre d'hôpital et... Mon Dieu. Martial, est-ce que tu vas bien? Oh, Jeanne, ça va? C'est plutôt à toi qu'il faut demander, Martial. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? 3 fois rien. Je peux t'assurer que moi et Antoine, on fait tout notre possible pour que tu sois traité le plus rapidement possible par les meilleurs médecins de cet hôpital et... Ça va. Non, ça ne va pas. Tu as été blessé dans le cadre d'une enquête. Qu'est-ce que tu... C'est les risques. Je suis là. C'est bon. Mais je te remercie. Ça va. Si tu es d'accord, tu pourras venir loger chez nous quelque temps, le temps de te remettre. Moi et Antoine, on pourra s'occuper de toi et... C'est pas prudent que tu restes tout seul dans ces conditions. Oh, Martial. ça va. Ça va aller. T'inquiète pas. Je suis bien entouré. C'est peut-être un peu trop tôt pour te demander, mais est-ce que je dois appeler ta mère? Non. Martial,
Elle a besoin de savoir, c'est ta mère, Elle le saura en lisant les journaux. T'inquiète, je passerai vous voir avec Antoine. Je vais rester un petit peu et Antoine devrait pas tarder. Il était au tribunal, il n'a pas dû recevoir mes appels, mais il devrait pas tarder. D'accord ? Je reviens sur toi, Léon. Ouais, là, le plan, c'est... Enfin, d'abord, je vais rentrer au bastion pour récupérer des balles de mon arme de service, déposer les dossiers qu'on avait ramenés, etc. Puis me barrer direct jusqu'à chez moi, m'arrêter dans le premier drugstore de merde que je trouve qui vend des burners et j'en achète une dizaine. En train de marcher dans le couloir, en réfléchissant à tout ça. Et t'entends la sonnerie de ton portable. Je regarde. C'est un numéro masqué. Donc, je m'arrête pas, je continue d'avancer, mais juste je décroche, cette fois-ci je dis rien, et je continue d'avancer tout droit. Écriture. Bon, je raccroche. C'est tellement concentré sur ton appel que t'as pas capté que des infirmières, des médecins te dépassaient de tous les côtés, en s'affolant. Et quand tu raccroches, t'entends un « On est en train de le perdre! On est en train de le perdre !» Je chope le premier infirmier qui passe. C'est pas l'inspecteur Léon Castelli qui le chope, c'est Oufkou qui l'attrape par la poitrine, par le col. Vous êtes en train de perdre qui? Le journaliste Luciani, c'est ça. Je sais pas ce qui s'est passé, il était stable et... Je cours dans la direction où ça a l'air de s'agiter. Et surtout, j'essaie de repérer un connard à casque de moto. Tu cours derrière les infirmiers pour arriver jusqu'au niveau de la chambre d'hôpital. Tu regardes autour de toi pour voir si tu vois une silhouette, la silhouette du motard. Tu ne la repères pas. Tu débarques face à la chambre et c'est le chaos. Il y a 4-5 infirmiers qui sont en train de déballer des poches de sang. Chani, il y a un médecin qui est perché sur lui qui est en train de lui faire un massage cardiaque. Tu entends une infirmière qui dit je comprends pas, je l'avais laissé il y a 2 minutes, il était stable, tout allait bien. Est-ce que quelqu'un est rentré dans la chambre? Je sais pas, j'en sais rien. Et tu vois qu'il y a un policier en uniforme qui arrive en courant juste derrière toi et qui... Je l'attrape par le col. Je suis parti 2 minutes, je me suis allé aux toilettes et Le bazar de... Le médecin qui est sur Luciani, on l'a perdu. Heure du décès, 12h30. Je pousse un grand merde, je mets un grand coup de poing dans le mur qui laissera un trou et je me barre suivre mon projet initial. Tu entends ton portable sonner, Léon. Je regarde qui c'est. C'est un appel masqué. Moi, cette fois-ci, voilà, je continue de tracer mais je décroche quand même. Parce que s'il veut jouer au con, on va jouer au con. Hein. Tu décroches et t'as encore un instant de friture. Arrêtez de mettre votre nez là où vous ne devez pas. Castelli. Vous venez d'écouter un épisode de Néon et Opale. Néon et Opale est une campagne pour Cult, Divinité perdue, écrite par Jericho, le maître de jeu. Cult est un jeu écrit par Peter Nallo et Robin Lilienberg et édité en France par Arcane Asylum. Léon Castelli est interprété par Tommy The Cat, Martial Lemaître par Cassidy, Mallory Baron par Sully et Ante Posavets par Ciaris qui compose aussi la musique de Pallium. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la bande originale du podcast sur Spotify, Deezer et YouTube. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez suivre Pallium sur Instagram, Facebook et TikTok, vous abonner à notre page YouTube, commenter cet épisode, ajouter le podcast à vos favoris et partager nos épisodes sur vos réseaux. La suite de Néon et Opale arrive très bientôt.